de votre fidélité aujourd'hui dans Agir pour l'environnement qui, faut-il le rappeler, est le seul magazine de l'océan Indien entièrement consacré à la préservation de l'environnement mahorais. Nous allons nous intéresser à l'usine de dessalement d'Ironi Bay. On en parle depuis très longtemps. On sait qu'elle est stratégique pour que nous ayons de l'eau au robinet. Mais celle-ci va-t-elle voir le jour? On va en parler. Agir pour l'environnement au quotidien. Ben oui, moi j'y crois. Alors sur le plateau ce matin pour parler de cette usine de dessalement, Yves Cochet qui est expert de l'eau auprès du préfet et qu'on ne présente plus. Bonjour Yves. Bonjour à vous. Et puis également Antoine Bageux qui est responsable de l'agence de l'eau pour... comment? De l'agence Aegis. Oui, de l'agence de... Mais j'avais pas fini. De l'agence de l'eau pour Aegis, j'allais dire. Oui. Bonjour Antoine. Oui, excusez-moi. Je vous ai juste repris parce que les agences de l'eau, ce sont des organismes qui financent notamment l'eau. Et des organismes publics. Vous financez pas? Non, voilà. Et en plus, nous, on n'a pas d'agence de l'eau, mais on a un office de l'eau, nous. C'est tout nouveau et on en a d'ailleurs parlé dans Agir pour l'environnement. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous ce matin. On en est où, Yves, concrètement, de nos consommations d'eau à l'heure où on se parle? Alors effectivement, les consommations en eau de la population augmentent chaque jour, en même temps que la population augmente, que les besoins augmentent. Alors en chiffres, quelques chiffres, on pousse dans les réseaux pour nos habitants 37 000 m3 jour. Aujourd'hui, en 2025. Voilà, c'est à peu près plus qu'en 2024. C'est un petit peu plus qu'en 2024, mais pas beaucoup plus. Il y a encore des ressources en eau qui doivent arriver pour permettre d'augmenter cette capacité à produire. Le besoin de la population, il est autour de 47-48 000 m3 jour. Ah oui, quand donc même. il manque, il y a le delta, c'est ce qui manque. Oui. Et c'est pour ça qu'on a des tours d'eau auxquels on est confronté. Nos 36 heures sans et nos 36 heures avec. Voilà. Et peut-être qu'on parlera de la fin de ce dispositif en même temps qu'on parlera du dessalement. Exactement. En tout cas, on l'attend, cette fin. Par rapport à ce stress hydrique que vous venez de rappeler avec les chiffres, il manque quand même 10 000 environ mètres cubes d'eau jour à aujourd'hui avec les consommations aujourd'hui. Il y a un investissement qui a été décidé par l'État. C'est combien de millions d'euros que l'État français met à Mayotte pour la construction de cette usine de dessalement, Yves? Alors l'État finance largement le syndicat d'eau, le porteur des projets, oui, c'est toujours le syndicat d'eau, le LEMA, et l'État accompagne très largement le LEMA pour ses investissements. Là, en l'occurrence, sur cette usine, elle est estimée autour de 95 millions d'euros. Ah, quand même. L'usine, les tuyaux, le raccordement, l'ensemble du dispositif clé en main de l'usine, c'est autour de 95 millions d'euros. Payé à 100% par l'État? Pas sur ce projet-là. Sur ce projet-là, le LEMA contribue à hauteur de 20 millions d'euros via un emprunt qu'il va réaliser. Mais enfin, il y a 80% État, sphère État, avec y compris des fonds européens, et 20% à la charge du syndicat d'eau. Ah oui, donc c'est quand même un vaste projet qui vaut d'ailleurs la peine qu'on s'interroge dessus. Et c'est vrai que le dessalement, on ne connaît pas, on n'en a pas. Je vous propose qu'on regarde cette petite vidéo qui nous explique grosso modo en quoi consiste le dessalement d'eau de mer. Développer l'accès aux ressources, préserver les ressources disponibles et les renouveler. Chez Veolia, c'est notre vocation. Sur de nombreux territoires, la quantité d'eau douce ne suffit pas à répondre à la demande. Chaque jour, nous produisons de l'eau douce dans des stations de dessalement d'eau de mer pour permettre aux entreprises, aux municipalités et à leurs citoyens d'avoir accès à cette ressource. En combinant dessalement thermique par distillation et dessalement membranaire par osmose inverse, ces installations hybrides offrent une technologie des plus performantes. Un coup d'œil pour comprendre. L'eau de mer est prélevée à plusieurs centaines de mètres du rivage. Des grilles et des tamis stoppent les gros objets flottants et évitent l'intrusion de la vie marine. Une partie de cette eau de mer est dessalée selon le principe de la distillation. Cette technologie réutilise la vapeur perdue d'une centrale thermique de proximité. L'eau de mer chauffée se transforme en vapeur laissant en dépôt les sels et les autres substances.
Cette vapeur est ensuite condensée par contact sur des tubes refroidis pour obtenir de l'eau douce. L'autre partie de l'eau de mer est canalisée vers l'unité de dessalement par osmose inverse. Un pré-traitement est nécessaire pour éliminer les algues et autres matières en suspension dans l'eau. Grâce à un coagulant, ces particules se collent entre elles. Puis, elles sont remontées à la surface par de petites bulles d'air pour être ensuite collectées. Après cette étape de clarification, l'eau est filtrée à travers des couches de sable et d'anthracite pour arrêter les matières les plus fines. À l'issue de cette filtration, l'eau ne contient plus que du sel. Cette eau salée fait alors l'objet d'une microfiltration, puis d'un traitement par la technique de l'osmose inverse. Elle est ainsi envoyée sous forte pression à travers des membranes semi-perméables extrêmement fines. Les membranes retiennent le sel et laissent passer l'eau qui est collectée par un tube central. Pour 2 litres d'eau salée, on obtient 1 litre d'eau douce déminéralisée et 1 litre d'eau 2 fois plus concentrée en sel. Cette saumure est ensuite restituée en mer dans le respect du milieu naturel. À la fin du traitement, l'eau douce obtenue est enrichie en sels minéraux pour la rendre propre à la consommation. Sa qualité est analysée et réajustée à chaque étape du traitement. Le dessalement hybride permet de rendre l'eau douce accessible dans les régions qui en manquent, tout en optimisant la consommation des énergies disponibles. Distillation, Oui, mais tout pour à le fait. reste, c'est la même chose? C'est ça, c'est-à-dire que c'est le principe de l'osmose inverse, c'est-à-dire qu'on va, comme c'est très bien expliqué, hein, donc effectivement on oublie la partie distillation, n'est pas concernée pour ce projet. L'idée c'est qu'on vient pousser effectivement avec des pompes haute pression de l'eau salée dans des membranes. Je vous confirme ça. Donc, On extrait toutes les saletés, Exactement. on extrait le sel. exactement. Donc sur Ironie B, on a un taux de conversion de 46%, donc qui est assez proche de ce qui est décrit là. Ça veut dire quoi, 46%? C'est-à-dire que de conversion 46% de l'eau va être qui est puisée, qui est pompée dans la mer va servir à faire de l'eau potable. Donc en fait, comme ils ont dit, sur 2 litres, on fait 1 litre d'eau, grosso C'est ça, modo, qui c'est va ça. pouvoir être bu, Voilà. et 1 litre qui sera rejeté. 1 litre qui sera rejeté. Alors, Exactement. les capacités de cette usine, Oui. Antoine, parce que depuis qu'on parle d'Ironie B, il y a Oui. eu plusieurs années, il y a eu plusieurs chiffres qui ont été annoncés. Oui. Aujourd'hui, concrètement, on commence les travaux, donc tout ça est clarifié. Voilà. Donc l'usine d'Ironie B, elle va produire combien de mètres cubes d'eau par jour? Alors, l'usine d'Ironie B, elle est capable de produire de 3300 mètres cubes jour à 16 600 à la fin. Voilà. Donc, la première tranche, elle va concerner 10 000 mètres cubes jour. Alors la première tranche, c'est celle qui va voir le jour là en 2027. Ouais, exactement. Et Voilà. après, comment on obtient les 6000 suivants? Parce que bon, Eh ben, en mettant en service 2 trains supplémentaires, des trains d'osmose comme vous avez vu. En tout, on en c'est aura, tous ces bacs. voilà, on en aura 5. C'est plutôt les trains de filtration que vous avez vu en deuxième partie. D'accord. Au départ, on en aura 3 qu'on peut faire tourner. C'est l'intérêt, c'est la souplesse un peu de cette usine. 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Et après, j'allais dire 4 tiers, mais 4 tiers et 5 tiers à la fin. Voilà. Et si ça marche bien, il est possible après d'encore l'agrandir? Ou ce ne sera pas Aujourd'hui, c'est possible? pas prévu, D'accord. notamment par rapport à l'infrastructure en général des réseaux. Et il y a quand même un réservoir notamment à créer par rapport à cette usine. Donc je dirais dans son infrastructure globale, c'est pas prévu en tout cas à court terme qu'elle soit D'aller au-delà étendue des 16 000. Au-delà des 16 500. Il y a eu toute une polémique au début de ce projet Mhm. où on a dit, notamment une polémique sur le rejet de l'usine, hein, c'était la fameuse Oui. saumure, c'est-à-dire le litre d'eau salée pour le litre d'eau potable. Mhm. Vous nous rassurez bien, on ne va pas polluer notre lagon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le design de l'usine, il a été pas mal inspiré des systèmes australiens qui ont les mêmes sujets que nous en termes de barrières lagons, de de corail, barrières de corail, bien etc. sûr. Et donc, le grand principe, c'est le diffuseur. C'est-à-dire qu'en aval du tuyau de rejet, à peu près 1 km dans le lagon, Donc en aval, c'est après hein. voilà, c'est ça. Donc, on a un système de 5 diffuseurs qui vont, comme son nom l'indique, qui va justement diffuser cette saumure au sein je dirais, de l'épaisseur de l'eau, quoi. Et donc, ça nous permet d'avoir une très bonne dilution
finalement. Et c'est d'une zone dans laquelle il y a beaucoup de courant, c'est ça? Donc après, ces rejets-là partent dans la haute mer, en fait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'études, notamment parce qu'on savait le sujet sensible, sur, alors le mot est un peu technique, mais sur la modélisation de la courantologie dans le lagon, c'est-à-dire avoir une idée précise de comment vont se diffuser ces saumures au sein du lagon et à l'extérieur. Et alors, on l'a vu, puis on va voir sur les images, les travaux ont commencé à Ironibé, il y a des camions partout, c'est très impressionnant, vous allez voir les images. Le planning, c'est quoi précisément? Puisque là, on voit, ça casse, ça tasse, ça fait des trucs un peu partout. Oui. C'est quoi le planning? Alors, le planning, l'objectif, c'est ce qu'on a annoncé dernièrement lors de la visite du ministre de l'Outre-mer. C'est une mise en service en juillet 2027. D'accord ? Donc là, vous voyez en ce moment les travaux de la partie terrestre de l'usine, donc qui consiste, parce que c'est un terrain proche de la mangrove, comme vous le savez, donc qu'il va falloir renforcer. Donc là, on passe à une phase de préchargement en ce moment. Préchargement drainé avec des petits drains pour aller plus vite. Et derrière, en parallèle de la construction de l'usine, donc à partir du mois de mars, on va avoir le démarrage des travaux maritimes pour justement ancrer les émissaires, exactement. Donc là, on fait de la voirie en quelque sorte, si on résume avec des mots qu'on connaît, du terrassement, avec des mots qu'on connaît. À partir du mois de mars, on pose les tuyaux pour aller capter en mer, mais aussi rejeter. Les tuyaux, on va les commencer vraisemblablement le mois prochain. D'accord. Et après, ils vont se prolonger en mer à partir du mois de mars. Et après, les bâtiments, ils vont voir le jour quand? À partir du mois de mars. D'accord. Et on va voir l'installation de tous les caissons tels qu'on les a vus dans la vidéo. C'est ça, vous allez voir monter les murs dans un premier temps. Et après, les équipements à l'intérieur, on les verra moins, mais effectivement. Mais je suppose que Aegis fera des vidéos, tout un tas de choses pour rendre ça... ça doit être prévu, ça, Yves, pour rendre tout ça accessible au grand public, qu'on sache un peu à quoi ça ressemble notre histoire. Oui, effectivement, il faut valoriser cet investissement. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est le plus gros investissement jamais réalisé en matière d'eau sur le département et par ce syndicat d'eau. 100 millions d'euros. Alors, on a déjà eu si on cumule les sommes, on a déjà réalisé ce type d'opération, mais en opération unique concentrée, c'est la première fois qu'on réalise un investissement de cette importance sur le territoire. Et justement, vous parliez de nos fameuses 36h100 tout à l'heure. Est-ce que juillet 2027, si j'ai bien compris, on met cette infrastructure en fonctionnement? Est-ce qu'on peut se dire qu'en août 2027, on en a fini avec les 36h100? C'est l'espérance que l'on a. Faut qu'on qualifie encore un petit peu plus ces éléments. Il y a des raccordements aussi qui sont à prévoir, des renforcements de réseau à droite et à gauche. Donc une sortie progressive des tours d'eau, c'est certain. Un arrêt immédiat des tours d'eau, ça ne se fait pas si facilement que ça. Bien sûr. Donc effectivement, c'est l'espoir, c'est la construction même de ce projet. 10 000, je disais tout à l'heure, 37 000 mètres cubes qu'on met à disposition aujourd'hui et un besoin de 48 000 mètres cubes. Les 10 000 qui nous manquent sont notamment apportés par cette usine qui est à venir. Il y en aura d'autres, il y a d'autres éléments. On a parlé des forages, on a parlé d'autres projets qui vont également abonder tout ça. Mais voilà, on voit bien le delta en une seule fois, une capacité d'apporter 10 000 mètres cubes jour en plus pour la population. Ça va nous tenir combien de temps? Puisqu'on sait à peu près maintenant, et on l'a dit beaucoup dans ces émissions, qu'on augmentait globalement la consommation chaque année de 2 000 mètres cubes jour. On tient avec Ironibé à 10 000 mètres cubes plus les forages. On tient combien de temps? On ne s'arrête pas en fait, parce que faut pas le dire comme ça, il faut qu'on continue les autres investissements. On a aussi évoqué une troisième retenue collinaire en aval de Rouvigny, qui devrait faire 3 millions de mètres cubes. Là aussi, le syndicat d'eau y travaille. Donc c'est en permanence qu'on va rajouter des éléments. Il y a une stratégie des investissements du syndicat d'eau qui est actuellement sur la question des ressources, mais également sur les réservoirs, sur les réseaux, renforcer les réseaux. Il y a également toute la question des fuites sur les réseaux, puisque ça c'est de l'eau qui n'est pas utilisée, qui est perdue, entre guillemets, bêtement. Donc il y a tout un chantier et il n'y a pas une infrastructure qui règle tous les problèmes. Alors justement, on parle de la troisième retenue collinaire, on attend de voir les pelleteuses arriver, parce qu'on nous en a beaucoup parlé, on espère. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, puisque visiblement ça semble plus facile de construire une usine de dessalement que de faire une retenue collinaire, est-ce qu'il ne faudrait pas travailler dès à présent à un second site de dessalement, à un autre endroit du département? Je ne sais pas lequel de vous deux veut répondre à ça. Justement, dans la stratégie du LEMA,
On a parlé déjà de l'usine de Petite Terre, hein, l'usine de dessalement de Petite Terre qui est un peu vieillissante, qui est mal placée parce qu'elle est au bord d'une falaise qui s'écroule régulièrement. Donc sur Petite Terre, il y a effectivement au moins une réflexion de se dire qu'est-ce que devient cette usine, par quoi on peut la remplacer, dans quel délai, où est-ce qu'on la positionnera. Donc il y a bien une réflexion autour du dessalement. D'un deuxième site, peut-être en remplacement de l'existante. Enfin, cette réflexion, elle est encore un petit peu interne au LEMA. C'est des études qui ne sont pas faciles à mener. Je vous parlais tout à l'heure de 100 millions d'euros d'investissement. Voilà, il faut les mesurer correctement. L'argent public est quand même assez rare, donc il faut bien mesurer l'argent qui sera le plus efficace. Et puis quand même, sur le choix du dessalement, on n'en a pas trop parlé encore par rapport aux autres ressources en eau. L'intérêt de l'eau de mer, c'est qu'elle est là. En fait, elle est là tout le temps. Même quand il y a un cyclone. Voilà, même quand il y a un cyclone. Donc il y a une garantie avec le dessalement de dire l'eau, je l'ai. L'eau, je connais sa qualité en été, en hiver. On voit bien que sur les autres ressources, les retenues, dépend quand même de la pluie. Des forages, des captages, on dépend de la pluie. Donc voilà, il y a ce parallèle à faire. Et puis sur la question des ressources en eau, quand on est sur un petit territoire où il n'y a pas tant d'eau que ça, chercher de l'eau là où il y en a, c'est aussi une des réponses. Alors ce n'est pas la réponse, je pense qu'on est encore dans cette logique de dire comment on construit la réponse de l'ensemble des ressources en eau à long terme, mais le dessalement est bien une réponse adaptée à un territoire comme Mayotte. Vous avez dit tout à l'heure, Antoine, 10 000 mètres cubes en juillet 2027. Alors évidemment, juillet 2027, c'est la cible, mais ça peut être un peu avant ou un peu après en fonction des difficultés rencontrées. Bon, allez, un peu après, on a Mayotte. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Bon, bref, en tout cas, on voit l'été 2027. Les 16 000 mètres cubes, c'est pour quand? Alors, ça va aussi dépendre, disons que c'est prévu, c'est-à-dire que les réservations sont là, etc. C'est pas encore acté en termes de contrat, si vous voulez. Pourquoi? Pour les raisons que Yves a évoquées, c'est-à-dire le développement des forages, les autres solutions, on va dire. Donc, c'est possible de le faire, mais ce n'est pas encore acté d'un point de vue purement contractuel. Donc, quand vous dites 95 millions d'euros d'investissement, c'est 95 millions d'euros pour 10 000 mètres cubes jour. Et si on veut passer à 16 000 mètres cubes jour, il faudra remettre à la... Il faudra remettre sur la table, il faudra mettre au pot. Alors pas 95 millions, parce que le gros du travail aura été fait, mais il y aura quand même une somme... significative à faire, parce que de 10 000 à 16 000, c'est presque x2. Donc ce sera essentiellement des pompes supplémentaires, des trains d'osmose. C'est ça, donc il y a du matériel, mais il y a assez de place. Oui. Pour Absolument, y penser le cas échéant. L'usine de dessalement de Petite Terre, elle va sortir à un moment donné du système, parce qu'on a dépensé, quand je dis on, le contribuable français a beaucoup payé pour cette usine qui ne répond pas, en dépit de tous les efforts qui ont été faits, elle ne répond pas aux attentes. Oui, je serais un peu plus modéré. Elle a été construite en plusieurs étapes. Il y a une partie qui est ancienne des années 2000, une deuxième partie un peu plus récente qui s'est rajoutée après. Effectivement, elle était estimée à autour de 4000 m3 jour. On est plutôt autour de 3500 m3 jour. On voit régulièrement des incidents techniques qui font qu'au lieu d'avoir 3500 m3 jour, j'ai que 2000. Et du coup, il faut réparer. C'est décevant quand même. Du coup, c'est forcément décevant. C'est des technologies qui étaient aussi celles un peu du passé. Hein, si on compare à l'usine qui va être faite là, sur Ironibé, sur un site extrêmement contraint, dans une urgence qui avait été celle de 2017, je crois, pour renforcer les capacités de production. Donc, quand on va trop en urgence à équiper des sites anciens, on ne choisit pas la meilleure solution technique, donc on l'installe de manière... Là, on n'est pas sur cette logique d'urgence de construction. C'est pour ça que c'est 2027 aussi. Hein, c'est qu'on prend du temps sur la conception, la réalisation pour avoir un projet qui soit performant et qui soit durable. Alors, je reviens sur l'usine d'Ironibé et sur ce que vous nous avez expliqué, Antoine, en termes de production, etc. Puis aussi ce qui a été présenté sur la vidéo. Une fois que l'eau a été dessalée, donc on a notre litre que l'on rejette, notre litre qu'on garde. Oui. Qu'est-ce qu'on en fait du litre qu'on garde? Parce qu'on sait aussi que nos usines de potabilisation, aujourd'hui, elles sont au max de leur capacité. Donc, si l'eau qui sort de l'usine de dessalement doit aller dans l'usine de potabilisation, on est fichu là encore. Non, mais l'usine de dessalement, c'est une usine de potabilisation. Donc, c'est quand vous avez vu la vidéo là, il y avait bien la partie osmose inverse, la partie reminéralisation. Oui, absolument. Après ça, en général, par rapport aux bactéries, on fait une chloration, minima.
et l'eau est potable. Ah oui, donc tout ça va se passer Ah oui. à Ironibé. Tout à fait. Et donc, quand elle aura fini tout son petit parcours à Ironibé, elle sera prête à Oui, tout à être fait. mise dans un verre et à consommer. Tout à fait, je le confirme. Ouais. C'est-à-dire que l'implantation de cette usine, elle permet directement, j'ai envie de dire, d'alimenter le nord et le sud. Et Donc, il avait été dit, Yves, à un moment donné, il y a quelques mois, que justement le Sud était vraiment beaucoup moins favorisé que le Nord en matière de ressources naturelles en eau et que l'urgence des besoins dans le Sud était extrêmement élevée et que justement l'usine d'Ironibé pourrait améliorer ce besoin en faisant en sorte que l'eau fabriquée par cette usine soit fléchée là-bas. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce que la stratégie a évolué? Non, c'est toujours le cas. Antoine disait l'eau peut repartir au nord et au sud. C'est la logique d'interconnexion de l'ensemble de nos systèmes. On l'a Oui. bien vu avec Ourovigny. Ah bah c'est essentiel, oui. Tout est interconnecté, donc on peut envoyer de l'eau à droite, à gauche, plus ou moins beaucoup à droite ou à gauche. Là, l'objectif, c'est effectivement de renforcer les capacités du sud. C'est d'ailleurs pour ça que le positionnement de l'usine est plutôt intermédiaire, hein, parce que c'est C'est centre-sud. Centre-sud, le barycentre de nos consommations est plutôt autour de Mamoudzou. Bien Mais sûr. on a fait un choix de le mettre un peu plus au sud de Mamoudzou pour que justement on puisse plus facilement, avec les réseaux qui sont existants et ceux qui sont encore à construire, un château d'eau, aller également vers le sud et soulager le sud, même si aujourd'hui les tours d'eau sont solidaires sur l'ensemble du département. Hein. Oui, bien sûr, on est tous à 36 heures et on l'a vu avec les travaux de l'usine de Lourouvigny. On a tous pris un peu de notre part pour équilibrer et c'est assez normal de faire comme ça. C'est pas comme ça dans tous les territoires, Yves? Si, la solidarité départementale doit jouer. L'eau, elle appartient à personne, en fait. De dire c'est mon captage, c'est mon forage, c'est ma ressource, ça n'existe plus, ça. Donc, et notamment avec un syndicat départemental, l'eau, elle est à disposition de tout le monde. Dans les meilleures conditions possibles et du coup le partage des difficultés doit se faire avec tout le monde. Tout le monde doit être solidaire de ceux qui ont un peu moins d'eau à un certain moment et plus à d'autres. Alors la SMAE fait des tests de qualité d'eau en fait. Là comment ils vont être faits? Et puis c'est ma deuxième question, mais ma première c'est à quel moment l'eau devient la responsabilité de la SMAE? Parce qu'on sait que c'est l'entreprise SOR qui va faire le travail d'osmose et qui va produire cette eau potable. Ils sont de grands professionnels en la matière. Mais à quel moment on fait la jonction avec la SMAE? Et d'ailleurs, est-ce qu'on l'a fait? En fait, sur ce projet-là, je dirais qu'il y a une garantie en plus, c'est que pendant 3 ans, le constructeur de l'usine Stéro est responsable de l'exploitation. Donc ça, c'est un vrai plus, je dirais, en termes de suivi d'une nouvelle installation. C'est une garantie supplémentaire pour le maître d'ouvrage, l'EMA, et pour les consommateurs, d'avoir un exploitant qui soit, je dirais, solidaire, ou même c'est la même entité, c'est le même groupe en tout cas. Que SOR. Voilà. Et donc, ça, c'est un point important pour, je dirais, le démarrage de cette usine. Concernant la délégation de service public, moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que c'est le LEMA, le gestionnaire de l'eau. L'eau du robinet, c'est effectivement à la SMAE qu'on paie nos factures en réalité. Tout à fait. Mais c'est bien une délégation de service public à la SMAE aujourd'hui. Demain, j'ai cru comprendre qu'il y avait des évolutions contractuelles à venir. Oui, il y a un marché, mais après, si c'est plus la SMAE demain et que c'est l'entreprise Intel, il y aura 2 gestionnaires de l'eau, c'est-à-dire que le Sud paiera sa facture de l'eau de dessalement à SOR et puis le reste de Mayotte à la SMAE ou à l'entreprise qui viendra après, ou à un moment donné, tout va revenir dans le pot commun? Il y a une partie qui appartient au LEMA sur la stratégie tarifaire de l'eau, hein, la compétence, la tarification de l'eau, c'est le LEMA. Mais globalement, là, on va avoir un producteur d'eau, donc il produit de l'eau et il le met à disposition du distributeur d'eau. Voilà. Donc là, ce qu'évoquait Antoine, c'est que le producteur d'eau, c'est celui qui a l'usine. Donc de l'usine, il vendra de l'eau au LEMA, qui le mettra à disposition d'un prestataire SMAE aujourd'hui, peut-être quelqu'un d'autre demain, bien sûr, c'est la logique des appels d'offres. Mais sur la facture de l'abonné, on n'aura pas une ligne spéciale dessalement. Vous aurez toujours votre tarif de l'eau. Qui sera impacté parce qu'il faut payer l'usine. Enfin, de la même manière, il faut payer les forages. Théoriquement, il y a un surcoût lié à cette technologie, de la même manière qu'il y a un surcoût lié au forage ou à l'ensemble des investissements qui sont réalisés. Donc il y a un surcoût. L'eau paye l'eau. Hein. On est dans un paysage national ou européen dans lequel l'eau paye l'eau. Donc à la fin, c'est l'abonné qui doit payer ce service. Et effectivement, sur sa facture, il y aura
théoriquement pas quelque chose de dédié au dessalement. Et qui plus est, comme évoqué Antoine, l'eau dessalée pour aller un jour au nord, un jour au sud. Donc on ne sera pas capable véritablement de dire est-ce que l'abonné il a eu de l'eau dessalée ou pas de l'eau dessalée. Il aura de l'eau potable et du coup il faudra la consommer avec modération, mais quand même la consommer pour la boisson, puisque ce sera une eau de qualité qui se rajoutera à l'ensemble des eaux qui sont déjà mises à C'est disposition. ça, puisqu'il va se mélanger dans les tuyaux avec l'eau de la retenue collinaire ou l'eau du fourrage, comme aujourd'hui d'ailleurs, on ne sait pas, quand on ouvre le robinet, on ne sait pas d'où provient notre eau, et ça va continuer comme ça, avec des rôles bien spécifiques. Il y a le producteur d'eau, ce que j'ai compris, hein. Il y a le distributeur d'eau, il y a le consommateur d'eau et le financeur. C'est ça l'idée. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. On y voit plus clair. Juillet 2027, on peut commencer à espérer peut-être voir des ralentissements sur nos tours d'eau. Puis surtout, d'ici là, espérer ne pas augmenter et rester à 36 heures. Hein, c'est l'espoir que nous avons tous. Mais les campagnes de forage sont là pour maintenir cet espoir bien vivant, n'est-ce pas? Tout à fait. On a une émission dédiée au forage et là aussi il y a un calendrier qui se met en place, qui est en place et qui se consolide également sur les forages. Merci à Merci tous les à deux vous. d'avoir été avec nous, puis d'avoir donné toutes ces explications. Et nous, on se retrouve très rapidement dans Agir pour l'environnement avec un autre thème, et puis surtout avec la nécessité de protéger notre environnement. À très vite.